Comme je le disais, le français n'est pas unitaire, mais au contraire, il est riche en diversité. Ce qui fait que l'on peut étudier le français sous la théorie des les diachroniques, diatopiques, les diastratiques, diaphasiques, respectivement chronologiques, géographiques, socioprofessionnels et fonctionnels. Quand on regarde le premier facteur, la diversification chronologique, on peut le voir à travers les siècles, à travers deux réactifs. À travers le siècle, le français était très différent. Il est divers. Sa frange antérieure, on peut avoir des archaïsmes hérités du passé, grâce auxquels nous lisons Zola, Balzac et Hugo sans trop de difficulté. Voltaire, Racine plus difficilement, Rabelais, inégalement Villon. Presque plus sauf apprentissage idéquat, le français du Moyen-Âge. Rudebeuf ou Chrétien de Troyes aussi présente beaucoup de diversité et de problèmes de compréhension. On voit qu'à travers ces franges chronologiques, il y a des problèmes de compréhension. Mais ce ne sont pas des problèmes en soi, c'est une richesse que le français peut avoir eue. Je parlais de la frange antérieure, mais à la frange postérieure aussi, on a une quantité de néologismes, comme bipé, zippé, hooligan, et des abréviations paraphérèses, bus, ou parapocope, chimio, homo. On voit bien que la langue n'est pas morte. La langue n'est pas morte ni dans le passé, la langue n'a jamais été morte, elle est en évolution géographique, chronologique. On ne peut pas la pointer comme étant une unicité. Elle est une diversité constante. On peut prendre un exemple que Proust stigmatisait comme par exemple réaliser au sens de comprendre, dans À la recherche du temps perdu, où il disait « Je ne sais pas, je n'ai pas réalisé », me répondit Odette d'un air désagréable en employant un terme traduit de l'anglais. Proust le stigmatisait, début 20e, pourtant qui s'offenserait encore de cette fameuse déclaration « l'état-major a réalisé les intentions de l'ennemi », c'est-à-dire réaliser au sens de percer, mis au jour. Ces accentuations peuvent se faire aussi au niveau de génération, au point que le dialogue peut se compromettre. On a une première diversification qui était chronologique, on peut l'avoir au niveau géographique, où le francien, un certain dialecte, comme vous le savez évidemment, de Paris et de France, n'a pas été toujours très unicitaire, puis-je dire. Il a mal axé la base latine, avec des substrats, superstrats, des adstrats venant de plusieurs origines. Si on s'y intéresse un peu, on peut trouver que, évidemment, les bases latines, on les retrouve dans les noms de couleurs blanc, rond, brun, dans certains noms, par exemple dans compagnon, le compagno, qui partage le pain, littéralement. Les substrats, celtiques surtout, au travers des toponymes, Jupille du Namur, les superstrats, d'origine germanique, comme bâtir, banc, haïr, et des abstrats empreints de diverses langues. Je citerai par exemple de l'italien arcade, ou peut-être de l'arabe alcool, comme tout le monde sans doute, des mots très connus de la part des intéressés en linguistique. Pour mettre les choses au clair, je définirais les substrats, superstrats et les adstrats comme le substrat étant la langue supplantée par une autre, dont l'influence reste perceptible. Le superstrat, c'est une langue qui influence une autre sans la supplanter, et l'adstrat, ce sont des emprunts, des échanges d'influence. On voit aussi qu'il y a une très nette disparité dans la diversification géographique au niveau du temps et des lieux. Dès le XIIIe, on avait un prestigieux roi qui était énorme, et la langue d'Oil, par exemple, en Lorraine, Champagne, Picardie, Normandie, Bourgogne, devait gagner l'Empire et supplanter la langue méridionale d'oc. Ce qui a accéléré le processus, c'est le jacobisme de la Révolution, de l'Empire et de la République qui devait imposer ensuite la totalité à l'Hexagone en empêchant le français dialectal de se parler. Un petit point sur les lieux. Souvent le belgicisme s'est cristallisé comme quelque chose de mal vu, mal parlé, à tel point que certains auteurs français, même belges, sentant un sentiment de culpabilité, puissent
titrer leurs livres de « Dites mais ne dites pas », chasse au belgicisme. Je pense à Hans, par exemple. Pourquoi une telle culpabilité? Et finalement, les frontières n'ont pas été toujours très délimitées, elles ont été poreuses. Et finalement, la France elle-même s'est vue changer le camp de temps en temps. On ne critique jamais, par exemple, les helvétismes. Le québécois, on le trouve souvent extraordinaire. On voit là la richesse, la multiplicité de la langue. Mais on oublie de dire que, de toute façon, la Wallonie n'était pas en reste, en marge de la langue française. En tout état de cause, pas moins qu'à Brest, Lyon, Limoges, Bordeaux, Toulouse ou Marseille, et ne rien dire de Nice, italienne jusqu'à 1860. Avec de tels constats chronologiques et géographiques, il serait difficile de donner des leçons de français aux gens qui ne sont pas français, mais qui sont francophones, et là je vais encore mettre un dernier point d'honneur. Il serait difficile jusque-là de dire à Nice qu'elle a été très très française, puisque je viens de le dire, jusqu'en 1860, elle ne l'a pas été. On peut voir ces belgicismes pour faire rire certains Français, dans par exemple des compléments prépositionnels, jouer soldat au lieu de jouer au soldat, des inversions, ça je sais au lieu de je le sais, et des locutions par exemple idiomatiques, par extension, réduction ou déplacement d'un mot isolé, comme par exemple tourner fou, tourner à vide, ou encore il n'y a pas d'avance, ça ne sert à rien. Enfin, les écarts se creusent au Québec, où le français du XVIIe siècle ayant survécu un peu comme un vase clos, exposé qui plus est à toute influence nord-américaine, et dans la francophonie africaine ou asiatique. On voit très bien que le français s'est très largement répandu, grande richesse, et j'affirme encore, on peut le voir encore, qu'il n'y a pas une unicité au français. Le constat est que, outre les 100 millions de francophones natifs, 200 millions de francophones potentiels, 29 pays dotant le français d'un statut particulier sur 4 continents. Je disais que j'allais dire un mot sur le mot francophone. Beaucoup de Français utilisent le mot francophone pour désigner ce qui n'est pas un individu parlant le français. Je réexplique. En désignant un individu qui parle le français mais n'étant pas français, c'est très dangereux parce qu'un glissement linguistique se fait. C'est un glissement linguistique au politique qui aurait pour corollaire immédiat fâcheux de sortir la France de la francophonie. Forcément, puisque si la francophonie n'est pas le français qui se parle en France, ça reviendrait à dire que la France n'est pas francophone, ce qui fait un peu un contresens, me semble-t-il. Enfin, pour conclure sur ces 2 points, il en restera encore 2, les diversifications socio-professionnelles, les diversifications fonctionnelles, on constate les tendances un peu partout affirmées à l'autonomie régionale, jointe à un affaiblissement notoire de la situation économique et politique de la France, diminue de jour en jour le rayonnement du foyer parisien. C'est très important parce que, je l'avais dit, dès le XIIIe siècle, on avait ce rayonnement, il tente à se diminuer de plus en plus, et encore, de nos jours, il tend pourtant à être le modèle, non pas à travers les siècles, mais à travers, non pas la diachronie, mais à travers la synchronie sur d'autres territoires, comme par exemple le sud de la France, qui serait peut-être moins vu comme parlant un bon français. Voilà, le prochain épisode sera dédié à la diversification socio-professionnelle et une diversification fonctionnelle. Le grand point ensuite de l'unicité à la plurivocité, je dirais, sera de distinguer la linguistique et la grammaire. Pour ce faire, nous aurons un correctif historique à faire et un correctif culturel pour ne pas trop, tendre les écarts entre linguistique et grammaire. Voilà, je vous remercie et à la prochaine fois. Comme je le disais.